Les Pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les Pourquoi de François. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un homme qui a passé une grande partie de sa vie sur la route plutôt qu'à la maison. Gilles Côté. Maintenant retraité du rôle de recruteur professionnel pour les Sharks de San Jose dans la Ligue nationale de hockey, a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour découvrir et évaluer les futurs talents de hockeyeurs. À une époque, il disait lui-même qu'il aimait tellement son travail qu'il préférait continuer à prendre la route plutôt que de s'installer sur sa galerie pour regarder la neige tomber. De ses débuts comme recruteur amateur dans les années 1980 à ses coups de génie au repêchage avec les Sharks, Gilles a vu évoluer le hockey, les ligues et les joueurs. Et il en a vu des vertes et des pas mûres. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, il nous raconte son parcours impressionnant, les anecdotes de voyage, les décisions qui ont changé des carrières et ce qui l'a fait aimer ce métier pas comme les autres. Gilles, bienvenue à mon podcast. Ça fait plaisir. C'est un plaisir pour moi de t'avoir ici aujourd'hui à mon podcast. Ce ne sont que des gens que j'apprécie qui viennent à mon podcast et tu en fais partie, mon cher Gilles. Merci. Ma première question pour toi, pourquoi avoir accepté de venir à mon podcast? Très rarement dans ma carrière, j'ai refusé des rendez-vous. Pour une simple et bonne raison, pour les deux clubs que j'ai travaillé dans la Ligue nationale, moi, j'étais mandaté pour donner des entrevues. Alors, il y a plusieurs équipes dans la Ligue nationale qui ne veulent pas que leurs recruteurs donnent des entrevues. C'est réservé aux recruteurs chefs ou aux gérants généraux ou aux entraîneurs. Mais moi, j'ai toujours eu l'OK, puis il me disait « Vas-y, c'est toi qui nous représente, puis vas-y. » Ça fait que j'en ai pas refusé. Fait que t'aimes ça, faire des entrevues? Ben, j'haïssais pas ça. Je veux dire, il y a rien de déplaisant. Je veux dire, tu dis, moi, je suis un gars qui a toujours dit ce qu'il pensait, et je me suis jamais caché. Tu sais, j'ai des qualités, j'ai des défauts comme tout le monde, puis c'est ça. Moi, on me prend comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Et c'est comme ça. Ben, c'est de ça qu'on va parler, Gilles. On va parler de tes défauts. Ah oui, ça commence bien. Ça commence bien. Non, blague à part, on va parler. Moi, ce que je veux, je m'intéresse à ce que tu as fait dans ta carrière. Puis j'aimerais ça que tu puisses, dès le départ, peut-être d'entrée de jeu, pour expliquer à mes fidèles auditeurs un peu le parcours de Gilles Côté pour en arriver à être recruteur professionnel dans la Ligue nationale, parce que ça ne doit pas être simple. Non, je dois te dire que rentre pas qui veut. Les gens pensent que c'est un milieu ouvert, c'est un milieu qui est très fermé. OK? Premièrement, la Ligue nationale, c'est une ligue très conservatrice. OK? Sur des principes et des choses qui ne changeront probablement jamais. Avec le temps, certaines choses ont changé, mais c'est comme ça. Et il faut presque toujours... quand bien même qu'une personne enverrait 25 CV, ça ouvrira pas la porte s'il n'y a pas personne qui connaît cette personne-là. Moi, j'ai eu la chance d'être aidé par Marc Lachapelle du Journal de Montréal, qui couvrait la Ligue junior majeure du Québec, et Marc, il avait des contacts partout. Et c'est un petit... Je dirais peut-être sans faire par exprès, il m'a ouvert la porte. Parce que de la façon que c'est arrivé, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Ça, c'était en 1984. Je reçois un coup de téléphone de Marc Lachapelle qui me dit les Flyers cherchent un recruteur au Québec, je pense. Fait qu'il dit, ça t'intéresserait-tu? Je dis, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il me dit, ben là, il faudrait que tu écrives un CV puis envoyer ça. Je suis pas bien bon dans ça, moi, là. Ça fait que là, il me dit, je vais t'aider. Alors, avec Marc, on a composé un CV de 3 pages qu'on a envoyé
l'adjoint directeur général à Philadelphie. Puis, à ma grande surprise, il m'a appelé. Et il me dit, faudrait peut-être qu'on se rencontre. J'ai dit, comme vous voulez, quand vous voudrez. Je dis, moi, je suis toujours disponible. Fait que là, il me dit, non, on va faire ça autrement. Il dit, je te dis tout de suite que j'ai eu assez d'informations sur toi pour te faire confiance. Je veux que tu viennes au repêchage à Montréal avec les Flyers, mais malheureusement, je peux pas t'asseoir à la table parce que les tables sont trop petites, puis la table est pleine, mais je vais te trouver un siège spécial proche de la patinoire pour que si j'ai à te parler, je vais aller te parler. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai assisté au repêchage assis dans une chaise sur la première rangée près de la bande. Et il n'est pas venu me parler pendant le repêchage. Il n'a pas eu besoin de moi. Il n'a pas repêché aucun joueur du Québec. Ils ont repêché 3 joueurs, mais pas du Québec. Et après la partie, après le repêchage, il vient me voir, puis il vient me jaser. Il dit, je m'en retourne à Philadelphie. Je vais te donner un coup de fil dans quelques semaines pour qu'on règle pour l'année prochaine. Fait que je me suis retourné. J'ai dit à Marc, il va me rappeler dans quelques semaines. Mais les quelques semaines ont passé et je n'ai pas eu de téléphone. Bon. À un moment donné, Marc Lachapelle me rappelle, il dit, t'as pas eu de téléphone de M. Darling, hein? J'ai dit non. Il dit, t'en auras pas. Il est plus là, il travaille plus là. Bon, OK. Fait que ça a réglé là. Mais ça, en 1984, quand Marc Lachapelle, bon, tu le connaissais, est-ce que tu gravitais déjà dans le monde du hockey? Parce que... Oui, j'ai toujours gravité dans le monde du hockey. Il y a une chose que je dis continuellement. La seule chose que j'ai pas faite dans ma vie, c'était conduire une Zamboni. C'est encore possible, là? Oui. On peut arranger ça? Mais c'est à peu près la seule affaire que j'ai pas faite. Okay. J'ai joué au hockey, j'étais gardien de but. Je pesais 135 livres. Je pense que mon équipement devait peser à peu près 150 quand il était mouillé. Fait que c'était ça. Et j'ai eu un accident. Lors d'un match, il y a eu une mêlée devant mon filet. C'est sûr qu'on n'était pas protégé comme aujourd'hui, là, dans le temps. Et il y a un des joueurs de l'équipe adverse qui m'a passé sur le genou. Il m'a ouvert le genou gauche. Okay. Alors, j'ai été transporté à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Et le médecin le chirurgien qui a arrangé ma jambe, il me dit fini le hockey pour toi cette année, là. Et je suis même pas sûr pour l'année prochaine encore, là. Oh, ça, c'était dans le temps des fêtes, là. C'était à Barnouf. OK. Ça restait là. Mais moi qui est toujours ambitieux, puis j'ai toujours adoré le hockey, l'année d'après, quand il faisait mauvais, ça faisait mal un peu, mais ça s'endurait. Colin, c'est pas vrai que je suis plus capable de patiner, moi. J'ai parti tout seul un après-midi, j'ai pris mes patins, je suis parti tout seul, je vais aller patiner. Je dis, Colin, je suis capable de patiner. Je vais m'occuper des jeunes. Je joue plus au hockey, ça fait trop mal pour jouer au hockey. C'est là que j'ai commencé à entraîner des jeunes. OK. Fait que j'ai commencé comme entraîneur. Ma première place, c'était les Loisirs Saint-Denis à Montréal. Et j'ai été chanceux parce que j'avais une bonne équipe. Mon gardien de but, Larose, est devenu président d'une grosse compagnie de produits pharmaceutiques. Et comme ça allait bien, j'ai reçu un téléphone à un moment donné du Centre Immaculée Conception, où c'était le père Lafrenière qui dirigeait ce centre-là. Et Maurice English, qui était directeur des opérations hockey, m'appelle puis il me dit j'aimerais ça que tu viennes coacher mon bantam. Fait que là, je dis oh. Moi, je savais que les autres, ils étaient bons. C'était une grosse organisation. Je ne pouvais pas dire non. Fait que j'ai laissé Saint-Denis pour m'en aller à Immaculée Conception. Et la grosse rivalité. T'es chanceux, j'ai gagné le championnat de la ville. Ah, misère. Et à l'époque, j'avais le frère à Guy Lapointe qui était mon gardien de but. Okay. Alors moi, ça fait des années que je connais Guy Lapointe. J'ai toujours resté en contact avec Guy. Je connaissais son père qui était chef pompier à Montréal. Ça fait que j'ai toujours resté proche de Guy. Même Guy, quand il est parti pour aller travailler à Calgary, on a continué à correspondre. Puis lui, il était allé travailler pour les Flames là-bas.
Fait qu'on a toujours resté. Fait que j'ai toujours resté dans le hockey comme ça. Et après, toujours dans le hockey mineur, je suis devenu président de l'association sportive Saint-Vincent de Laval. Et après ça, président, quand ils ont fondé la Ligue, je suis devenu président de l'association de Lavalais Incorporée. Et j'ai toujours été... On avait une école de hockey le vendredi soir. Mon garçon a commencé à patiner là, à apprendre à patiner là, le vendredi soir. Et un autre très spécial, Alexandre Degg a commencé à patiner avec mon fils à cette heure de glace-là le vendredi soir. Et ça a toujours été comme ça, jusqu'à un moment donné, je reçois un autre coup de téléphone de Marc Lachapelle. Le deuxième appel de Marc Lachapelle. Oui. Que là, il me dit, faut que je te conte quelque chose. J'ai dit quoi? Il dit, je viens de recevoir un appel de M. Button, Jack Button, adjoint à David Poile à Washington, puis directeur du personnel. C'est lui qui a fondé le Central Scouting dans la Ligue nationale, puis tout ça. C'est une sommité, OK? Là, il demandait à Marc qui démissionne du journal pour s'en aller, recruteur pour lui. Parce que lui, ce qu'il avait engagé, avant, il avait engagé Ron Lapointe. Mais Ron Lapointe, il venait d'être promu assistant-entraîneur. Et là, il n'avait pas le droit d'être... Fallait qu'il... Un ou l'autre. Alors, ben là, Marc, il dit, hey, moi, il me reste quelques années à faire avec mon journal, puis j'ai un bon fonds de pension, puis tout. Je peux pas perdre ça, tu sais. Fait qu'il dit à Jack, il dit, j'aurais peut-être quelqu'un pour toi, par exemple. Un bon gars de hockey, j'aurais peut-être quelqu'un pour toi. Fait que, il me dit, j'ai donné ton nom. Il dit, je sais pas s'il va t'appeler. Quelques jours après, M. Button m'appelle. Jack Button m'appelle. Puis il me dit, il me demande si j'étais libre un vendredi soir. J'ai dit oui. Il dit, tu sais qu'il y a une game à Laval à soir? J'ai dit oui, j'y vais. Parce que moi, mon bureau du hockey mineur était là, dans l'aréna à Laval. Fait que je côtoyais tout le monde, même si je n'étais pas impliqué de ce niveau-là. Et j'ai fait il m'a invité à souper. Je m'en rappelle encore comme c'était hier. Il m'a invité au Chenoise. Et j'ai fait la game. Et là, il m'a posé plein de questions sur les joueurs. Les joueurs qu'il y avait là, il y avait un paquet de bons joueurs là, dans cette année-là. Et après qu'il m'a posé plein de questions, il me dit la game se déroule. Il me dit je vais te redonner des nouvelles dans quelques jours, une semaine maximum. OK, merci, bonsoir. Il avait payé le souper, c'était correct, puis il avait passé la soirée là. Il me rappelle le jeudi d'après, il y avait un autre match le vendredi. Il me rappelle le jeudi d'après, il dit est-ce que tu es libre à soir? Moi, j'étais toujours libre pour lui. Là. Je dis, ben oui, je suis libre. Il paye le souper. Non, on n'est pas allé souper ce soir-là. Je l'ai rejoint à l'aréna. Le deuxième soir, je l'ai rejoint à l'aréna. Alors, on est assis dans les bancs jaunes, puis il recommence encore sa série de questions, puis tout ça. Et on est en quelle année, là, Gilles? On est toujours en 84? 84. Toujours, OK. Oui. Ça fait que là, il me pose un paquet de questions encore sur les joueurs, puis tout ça, puis le mieux, puis François... Il y avait un paquet de joueurs, en tout cas, qui étaient éligibles au repêchage. Il y en avait 2-3 à Laval, puis il y avait un paquet de bons joueurs. Fait que j'y réponds aux questions. Il me dit pourrais-tu m'envoyer une feuille avec ce que tu me suggères, ces choses-là, ces affaires-là? Je dis oui, je vais faire ça. Là, rendu au milieu de la partie, il met la main dans ses poches, puis il sort une carte. Il me tend la carte et il me dit tu vas travailler pour moi. Ma secrétaire va t'appeler la semaine prochaine. Mais là, il me dit pas combien il va me donner, qu'est-ce qu'il va avoir, rien de ça, là. Là, je dis, oh, OK. Mais là, j'ai dit, il faut que je sois honnête avec vous. Mon anglais n'est pas fameux, là. Il me dit, je vais te répondre ça bien simplement. Il dit, je cherche pas un expert en anglais, je pense que je cherche plutôt un expert en hockey, puis je pense que j'ai trouvé. Ouais, le langage du hockey. Il dit, je pense que j'ai trouvé. Ouais. C'est bien, ça. OK. Fait que là, je rappelle Marc, après, puis j'ai dit ça. Je dis, je sais pas, mais ça a l'air à bien aller, je sais pas. Et il m'a dit que sa secrétaire, Denise, m'enverrait une offre d'achat, puis de contrat, puis...
Fait que c'est de même Là, ça. tu étais impliqué dans le hockey déjà à Laval. Oui. Mais Oui, j'étais tu gagnais pas ta vie avec ça. Mais non, j'étais bénévole. C'est bénévole. Non, c'était bénévole. Mais moi, j'avais une compagnie de construction. OK. Moi, j'avais une compagnie de construction. Ça fait que j'ai toujours gagné ma vie dans la construction. Puis, comme j'avais une compagnie, ben ça me donnait du temps libre. Fait que moi, je m'occupais des jeunes, je m'occupais d'un peu de toutes sortes d'affaires. Entre autres, il y avait un tournoi Pee-Wee provincial à Laval, à notre aréna, qu'on essayait de compétitionner avec le tournoi Pee-Wee de Québec, mais on était deuxième, loin en arrière d'eux autres, là. Mais à un moment donné, quand il est arrivé, il faut que je te conte une petite anecdote, parce que quand il est arrivé notre 10e anniversaire, moi, j'étais toujours président de la fédération, puis de la Valais incorporée. C'est eux autres qui organisaient le tournoi annuellement. Puis cette année-là, ça a donné que c'était le 10e. Fait que là, moi, je me dis, il faudrait bien faire quelque chose de spécial pour le 10e. Donne un coup de fil à mon ami Marc. Encore, Marc. Appelle Marc. Lui, qui connaît tout le monde. Puis Marc, il était plugué partout, tu sais. J'ai dit, Marc, tu sais que c'est notre 10e anniversaire du tournoi Pee-Wee cette année? J'ai dit, j'aimerais ça que tu sois président. Que tu acceptes la présidence d'honneur. Il dit, oui, ça va me faire plaisir. Il dit, je vais faire ça. Il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Ça fait 9 ans ou 10 ans? Je dis, non, je viens de te dire, ça fait 10 ans. Il dit, qu'est-ce que tu dirais si je t'amènerais 10 parrains? Oh, ça serait le fun. Fait que finalement, il a ramassé 10 parrains et les 10 parrains ont donné chacun 1 000 OK. Il a ramassé 10 000 avec 10 parrains, dont un qui venait du Journal de Montréal, naturellement. Fait que c'est comme ça. Mais j'ai toujours été impliqué dans le hockey mineur, tout le temps. Puis après ça, ben là, quand j'ai commencé avec Washington, j'ai commencé à temps partiel parce que moi, j'étais dans les bonnes années de la construction, puis on faisait de l'argent comme de l'eau. Moi et mon beau-frère, on faisait de l'argent comme de l'eau. Ça fait que, tu sais, je voulais pas lâcher ça. Puis là, Washington m'offrait une job à temps partiel. Ça me donnait la chance de continuer mes affaires et tout ça. C'était le meilleur fit possible. C'était parfait. Puis dans ce temps-là, il me demandait de couvrir. Je couvrais Laval, Verdun, parce qu'il y avait un club à Verdun dans ce temps-là, et Saint-Jean. C'est ça que je couvrais. Okay. Mais ma première année, là, quand j'ai commencé avec eux autres, là, c'est ça que je couvrais. Fait que j'allais à Saint-Jean, Laval, c'était alentour. Fait que c'est le même que ça a commencé. Et ça a progressé comme ça pendant quelques années. Quelques années avec Washington. Oui. Puis jusqu'à temps que là, il m'offre un contrat à temps plein. Fait que là, il fallait que... OK. Là, il fallait que je décide, là. Et là, il n'était plus question de faire de la construction avec un contrat à temps plein. Alors, mais là, mon beau-frère, avec qui j'étais, son gars était rendu à 18 ans. Il venait nous aider les fins de semaine. Il étudiait, il venait nous aider les fins de semaine, tout ça. Fait que j'ai dit à mon beau-frère, tu pourrais continuer avec ton fils, là, avec Eric, il a 18 ans. Puis, c'est une bonne idée, ça. Il dit, j'avais pas pensé à ça, mais il dit, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'il dit, toi, ça va te donner une chance. Tu as gardé tes parts dans l'entreprise. J'ai gardé. Tu étais moins présent. Oui, j'ai gardé mes parts. Après ça, quand le fils était là, il a pris mes parts. Fait que moi, j'avais plus de parts là. Et par la même occasion, j'ai rencontré un recruteur qui restait à Laval, lui, à Terrebonne, c'est-à-dire pas bien loin de chez nous. Il travaillait pour New York Islanders. Il travaillait pour les Islanders et son père était recruteur avec eux autres. Son père est décédé, alors que Mario il a pris la place de son père puis il a continué. Lui, Mario, il était actionnaire dans une compagnie de portes et fenêtres, la compagnie Vimat. Fait que là, il me dit, tu devrais venir des vendre. Tu devrais venir vendre des fenêtres avec moi. Pour moi, il dit, ça te donnerait beaucoup de temps libre. Il dit, tu sais, tu vends comme tu veux, puis tu sais. C'est pas bête. Fait que là, j'ai lâché la construction, mais sans aller vendre des fenêtres. Puis là, ça me permettait de voyager plus un peu, puis je faisais mes affaires. Mais après, au bout d'un an, là, j'étais plus capable. Fait qu'au bout d'un an, j'ai lâché ça. Et là, je suis devenu vraiment à temps plein pour le hockey. Et là, mon territoire s'agrandissait tout le temps. On est en quelle année? J'ai commencé en 84 avec eux autres, mais en 87, 88, je pense. Officiel, à temps plein, en 87. Oui. OK. Oui. Donc là, tes responsabilités augmentent.
considérablement. Tu as fait tes preuves, vraisemblablement, parce que ils t'ont confié un rôle plus... ça fait que là, je me suis ramassé, il fallait que je couvre l'Est de l'Ontario. Il y avait une équipe junior à Cornwall qui était dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il fallait que je couvre ça. Il fallait que je couvre Ottawa, Kingston. Ça, c'était du côté ontarien. Je couvrais le Québec au complet. Et dans ce temps-là, on avait le droit de repêcher quelques joueurs de 17 ans. Alors, j'avais des gars à temps partiel là, qui ont commencé à travailler pour moi, même s'il n'y avait pas d'équipe encore des Maritimes dans ce temps-là, dont Darryl Young qui a travaillé à temps partiel pour moi. Darryl Young coachait à l'université de Dalhousie, à Halifax. Il travaillait à temps partiel. Fait que lui, il regardait s'il y avait des joueurs. Il me disait, Gilles, tu devrais venir voir un tel. Tu sais, au lieu que moi, je parte, je fasse le grand tour. Lui, il me disait où aller. Fait que j'allais voir les joueurs, dire, ouais, OK, continue à le surveiller. Non, tu sais, ainsi de suite. Et après ça, on m'a donné... là, je m'étendais dans l'Est américain, là. OK? Après ça, on m'a donné la partie nord de l'État de New York. St. Lawrence College, Clarkson, Vermont, ces clubs-là. RPI, qui était à Albany, New York. Il fallait que j'aille là. Ça fait que là, ça me faisait... Mais si on te confie des mandats toujours de plus en plus grands, c'est parce qu'à quelque part, tu fais tes preuves. Donc, comment on fait ses preuves comme recruteur? Est-ce que c'est de repêcher un joueur en particulier ou c'est plus que ça? Non, je pense que c'est pas... Ben, c'est sûr que c'est important de repêcher des bons joueurs, mais tu garderas pas... Même si quelqu'un t'ouvre la porte, si tu donnes pas ton maximum, puis si tu rapportes pas à l'équipe, ils ne te garderont pas. Il n'y a pas de cachette là. C'est simple comme ça. Là. Il y a pas, je connais pas de club dans la Ligue nationale qui font en charité. Là. Les cadeaux, là, ça n'existe pas. Mais moi, j'ai toujours été un travailleur acharné dans tout ce que j'ai fait. C'était comme ça. Quand j'étais avec mon beau-frère Marc dans la construction, moi, j'étais responsable. C'est moi qui faisais la dernière visite quand les maisons étaient vendues. Service à la clientèle. Oui, service à la clientèle. J'allais voir si eux autres, ils étaient satisfaits de ce qu'on avait construit, puis s'il y avait de quoi, y a-tu quelque chose que vous aimez pas, une porte ferme mal, quelque chose comme ça. Alors, c'est moi qui contrôlais tout ça. Fait que, j'ai toujours été impliqué dans le monde ou dans le public. Fait que c'était pas différent pour moi de faire du recrutement, là. C'était la même affaire. Mais pour avoir appris jeune, j'ai toujours appris tout ce que je faisais dans ma vie à mettre la barre très haute. Mm-hmm. Si je me fixais un objectif, là, je ne mettais pas la barre là. Je la mettais là. OK? Fait que je me disais, si j'arrive pas à m'arriver là, et si je mets la barre là, j'arrive pas à m'arriver là. Mm-hmm. Alors, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours appliqué ça tout le temps que j'ai vécu. Puis, même encore aujourd'hui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ben, les employeurs que tu as eus ont dû le percevoir en toi. Parce que moi, je te connais depuis plusieurs années, Gilles. Je te vois avec ton cartable, puis je te vois encore dans les arénas. Aujourd'hui, même si tu es à la retraite, à 83 ans, tu es encore dans les arénas avec ton cartable à prendre des notes. C'est une passion. C'est une passion. J'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé quelque chose là à peu près... peut-être une dizaine d'années, quand ma conjointe a pris sa retraite de l'université, elle était directrice administrative, c'est elle qui s'occupait du directeur de l'université et toutes ces affaires-là. Et moi, j'y avais dit, quand je l'ai connue en 98, puis on restait ensemble à partir de 2000, j'avais dit, quand tu vas prendre ta retraite, je vais apprendre. J'ai jamais été capable de l'apprendre. Mais j'ai réalisé souvent, je me posais la question avant, je regardais des gars comme Mike Bossy, Guy Lafleur, Jean Béliveau, c'est tous des gars que j'ai vus, que j'ai interviewés, tu sais, puis je me disais, tabarnouche, ils ont une poche pleine d'argent, pourquoi ils continuent à travailler, ces gens-là? Pourquoi ils continuent à faire du hockey? Mais je réalisais pas à cette époque-là que c'était une passion. Mais quand il est venu le temps, moi, de vouloir prendre la décision d'arrêter, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais la passion et que je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que, tu vois, je viens de finir, ça fait à peine 2 ans. Puis ma conjointe, ça fait déjà 15 ans qu'elle a pris sa retraite. Incroyable. Fait que, tu sais, c'est comme ça.
Mais je pense que tu fais ton travail. J'ai été chanceux. J'ai été chanceux parce que j'ai tombé sur Jack Button, comme je te disais tout à l'heure, que c'est lui qui a fondé le Central Scouting de la Ligue nationale. OK? Et t'es tellement un bon professeur, là, qui était exigeant pour lui, puis exigeant pour nous aussi. Mais j'ai tellement appris de lui, là. J'ai tout appris. J'ai tout appris de lui, de A à Z, comment évaluer un joueur, qu'est-ce qu'on regarde, mise en garde de ne pas tomber en amour avec un joueur. Un joueur que tu interviews puis qui a une bonne entrevue. Là, Jack, il me disait, Gilles, va-t'en chez vous, puis dis toi-même, pose-toi des questions. Quand tu as interviewé le joueur, les réponses qu'il t'a données, est-ce que ça correspond un peu avec ce que tu as vu sur la glace? Sinon, tombe pas en amour avec, quand même que ce serait la meilleure entrevue que tu as jamais eue. Tu sais, ça fait que ça, il a fallu que j'apprenne ça. Même une fois, il m'avait dit, j'aimais un gars à Laval, un joueur de défense à Laval, et j'y parlais souvent de lui. Il me dit, bon, là, la semaine prochaine, tu vas retourner le voir, là, tu l'aimes pas, ce joueur-là. Arrive à l'aréna comme si tu l'aimais pas, qui est plein de défauts. Puis tu me reviendras avec ça. Part avec un préjugé négatif. Oui, c'est ça. Ça fait de quoi? Ben, c'est exactement ça. On l'a repêché. Okay. Oui. OK. Oui. Fait que dans le fond, c'était une façon là, d'avoir une paire de yeux un peu différente. Oui. Non pas d'une personne amoureuse d'une personne. Non. Tu pars à la négative avec un préjugé négatif. Et convainc-moi qu'il faut que je te prenne. Ce qui était le plus facile de lui, c'est que lui, il disait toujours, quand tu rentres à l'aréna, là, tu connais pas personne. Dis-toi pas, là, je viens voir lui parce qu'ils n'ont parlé dans les journaux, n'importe quoi. Dis-toi pas ça, là. Rentre à l'aréna, tu connais pas personne, tu t'assis là tranquille, tu prépares tes cahiers, tout ça. Tu regardes la partie, tu bouges pas, puis là, tu notes ceux qui viennent à toi. Il y en a un qui sort des autres. Tu regardes à chaque fois qu'il embarque sur la glace, il fait quelque chose. Ces gars-là, là. OK. C'est comme ça. Mais est-ce que toi, à ce moment-là, à l'époque, puis on va évoluer dans le temps avec tes autres expériences par la suite, mais à cette époque-là, toi, tu es là pour évaluer les futurs talents à repêcher ou aussi pour évaluer des joueurs dans d'éventuelles transactions? Exemple, un joueur qui appartient déjà à une équipe de la Ligue nationale, qui appartient à... J'ai pas fait ça tout de suite. J'ai fait ça plus tard. Ça, c'est venu plus tard. OK. On était... ils nous appelaient les 3 recruteurs seniors. On était 3. Après que je suis devenu à temps plein, ça a monté. Et là, ce qu'on avait, les 3, on avait chacun 5-6 joueurs dans la Ligue américaine, dans notre club ferme, qui jouait à Baltimore dans le temps. Et il fallait les voir une fois par semaine, ou si on ne pouvait pas les voir une fois par semaine, il fallait leur parler, savoir... Tu as joué 2 games cette semaine, parle-moi de tes 2 games. Comment que ça a été? Qu'est-ce que tu as fait? Ça a-tu bien été? Puis des fois, il y en a un qui me disait, ben non, il n'a pas eu une bonne semaine. L'autre semaine, il dit, c'est ma meilleure semaine, tout ça. Et à chaque jeudi, à 3 heures, on avait une conférence d'appel avec David Poyle, le gérant général. Puis là, il fallait dire, faire un compte-rendu de nos 5-6 joueurs qu'on était responsables. Et ça, c'est en plus d'aller aux juniors partout, là, pour voir les gars. Mais... il y a une chose qu'il faut que les gens sachent. Quand on a des réunions de recruteurs, les entraîneurs ne sont jamais là. Jamais. Vous allez voir les recruteurs avec vous allez voir les entraîneurs avec nous au repêchage. Par politesse, ils sont assis à la table avec nous, puis ils vont souhaiter la bienvenue aux joueurs qu'on va repêcher. Mais ils peuvent pas dire rien, ils les connaissent pas, ils les ont jamais vus. Ils connaissent pas ces gars-là, ils les ont jamais vus, c'est nous autres qui les voient. Et vous avez un carnet de commandes qui provient du coach / DG? Moi, là, toute ma carrière dans la Ligue nationale, là, je n'ai jamais eu de commande. OK. J'ai eu une commande une fois de Doug Wilson à Washington, à San Jose, qui m'avait dit, Gilles, au fight, à notre meeting de mi-saison, au fight, il m'avait dit, Gilles, cette année, on va essayer de repêcher un gars qui peut jouer l'année prochaine pour nous autres. Si t'en as un, c'est correct. Si t'en as pas, c'est pas plus grave que ça. Et tout de suite, ça n'a pas tombé dans une oreille d'un saut. Je pense que j'en avais un.
Alors, je suis allé interviewer le gars. Je l'aimais déjà. Il était sur mes listes. Je suis allé interviewer le gars. Et j'ai rappelé Doug. Je dit, hey, j'en ai un. Il joue à Halifax. J'en ai un. Fait qu'il dit, t'es sûr qu'il peut jouer l'année prochaine? Je dis, il n'y a jamais rien de sûr à 100%, mais je pense qu'il a tout le potentiel pour jouer l'année prochaine. Il dit, OK. Quelques semaines après, Doug est venu, on est allé le voir jouer, on est allé à Halifax, après ça, Halifax est venu à Québec, il était là avec moi, on l'a vu jouer, puis tout. Finalement, on l'a repêché. Puis as-tu joué l'année d'après à San Jose? Oui. Et pour ne pas le nommer, c'est Timo Meier. Timo, OK. Oui. Donc, c'est quand même assez récent, là. Oui, oui. Mais c'est pour te dire que quand on va au hockey, nous, notre mandat, c'est de bâtir l'équipe. Et notre mandat, la différence avec les entraîneurs sont là, il faut qu'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, ils vont se faire foutre dehors. OK? Tandis que nous autres, c'est plus à long terme. Tu sais, moi, la plupart du temps, j'ai signé des contrats de 3 ans. OK? Les recruteurs, là, c'est à peu près ça. Il n'y en a pas beaucoup qui signent plus que 3 ans. Là. La plupart des équipes, c'est 2 ans. Moi, j'ai signé souvent des contrats de 3 ans qui garantissent une certaine sécurité puis tout ça. Mais tu sais, il faut que tu regardes. Je vais revenir à une question que je pose à tous les joueurs que je rencontrais. Tous les joueurs, je posais cette question-là. Mettons que je t'interviewe, je te dis, bon, t'as une bonne année dans le junior, n'importe quoi, là, beaucoup de points, tout ça. Combien tu penses que ça va te prendre de temps pour jouer dans la Ligue nationale? Et la réponse, je te dirais, à 80% du temps, au moins, peut-être même plus que 80%, mais je vais être conservateur un peu, je vais dire 80%. Les joueurs, ils répondaient, « Ah, ben si j'ai un bon camp au mois de septembre, je devrais être correct. Mm-hmm. » Fait que là, pour enchaîner, je disais, « Combien il y en a eu l'année passée qui ont joué dans la Ligue nationale? » Je sais pas. Ah, tu sais pas ça? Puis toi, tu penses que tu vas jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine? J'ai dit, je vais te répondre à ta question, là. Je vais répondre pour toi, là. La moyenne, c'est à peu près 4 par année qui graduent directement. 4-5. Et ça n'a pas changé. C'est encore ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé, ça. Presque pas. Donc, c'est une façon de voir comment le jeune s'auto-évalue. Oui. Comment Mais sa façon de se voir dans ce milieu-là. Là, je vais te dire quelque chose de méchant un petit peu. Ah oui, non. OK? On veut des noms. Je donnerai pas de nom, mais j'ai eu plusieurs arguments avec des agents de joueurs. Parce que je trouve que les agents de joueurs ne renseignent pas bien leurs joueurs. Ils ne sont pas renseignés et ils ne savent pas la valeur. Ils ne sont pas capables d'évaluer la différence entre le midget 3A, le junior majeur, la Ligue américaine ou n'importe quelle autre ligue ou la Ligue nationale. Il y a une différence énorme. Moi, toute ma vie, j'ai vu des gars qui ont eu des carrières de fous dans le junior majeur qui n'ont pas été capables. J'ai un gars qui a dominé le junior et la Ligue américaine. Il n'a jamais été capable de jouer dans la Ligue nationale. Parce que dans la Ligue nationale, il ne faut pas se compter de menterie, là, c'est de top. Ils sont tous bons, ceux qui sont là. Ils ont certaines carences. Il y en a un qui patine plus que l'autre il est plus tough que l'autre c'est un compteur, des bonnes mains. Mais ils sont tous bons. Puis c'est des machines, ces gars-là. Ils s'entraînent, ils travaillent comme des vrais fous tout le temps. Et c'est ça. Mais comment tu fais pour, au niveau junior, parce que tu voyais, là on va arriver avec les Sharks. Parce qu'après les Capitals, tu es allé directement avec les Sharks? Ou... Non. Non, tu as eu d'autres... Non, moi, je suis parti de Washington en 96. Il est arrivé un petit incident en 96. Faut que je te dise que le propriétaire, M. A.B. Poland, le propriétaire de Washington, était également propriétaire du club de basketball, des Bullets. Les deux ont joué dans le même building. Mais les Bullets, ils ne gagnaient jamais. Alors, c'était quasiment les Caps qui faisaient vivre. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire un ménage. Ils ont congédié 150 personnes. C'est à peu près qu'est-ce qu'il y a dans une organisation de hockey pour travailler dans le bureau. Quand je parle de promotion, billets, tout ce que tu voudras, ça implique à peu près 150 personnes. L'erreur qu'ils ont faite,
c'est qu'ils ont congédié à peu près 150 personnes qui étaient impliquées dans le domaine du hockey. Ils les ont remplacés par les 150 qui travaillaient pour le club de basketball. Et à un moment donné, on avait eu une conférence d'appel et David Paul avait dit « Soyez pas inquiets, personne ne va toucher au gars de hockey. Il va y avoir un ménage, mais ça se fait dans le bureau. » OK. Fait que là, on était moins nerveux. On savait de toute façon, on avait des contrats, il aurait fallu qu'ils nous payent pareil. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que un petit Joe connaissant, que je ne sais même pas s'il savait comment c'était fait une rondelle, il prend le téléphone puis il m'appelle. Puis là, il me dit, Gilles, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu ailles là, que tu fasses ça. J'ai dit, ouais, attends une minute, là. C'est quoi, là? Ça veut dire quoi, ça, là? Ben là, faut que tu en fasses plus. J'ai dit, je suis pas capable d'en faire plus. T'as-tu vu la grandeur de mon territoire? J'ai dit, c'est impossible, là. Je suis pas capable de te dire, je vais faire un bon travail si j'en fais plus que ça. J'ai dit, je suis sur le chemin 7 jours par semaine, puis les fins de semaine, des fois, c'est 2 games le samedi, 2 games le dimanche. J'ai dit, non, je suis pas capable de plus que ça. Tu sais? Fait qu'il me dit, ben là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire si t'es pas capable de plus que ça. Mais nous, on avait une entente à Washington. On signait des contrats de 2 ans, 3 ans, et il fallait que Washington décide au mois de mars s'ils nous offraient un autre contrat au mois de juin, ou si nous autres, on décidait de s'en aller, il fallait leur dire avant fin de mars, après le repêchage de juin, le contrat finissait le 30 juin. Alors, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit non, ça n'a plus d'allure. Et moi, j'avais reçu une coupe d'offres du junior majeur, dont une de Léo Guy Morissette, qui avait déménagé son club à Saint-Jean d'Iberville. Puis il m'avait appelé, il voulait que je m'en aille gérant pour son club. J'avais dit non. Moi, je l'appelais Léo parce que son bureau était à côté de moi dans le centre sportif à Laval. J'ai dit, Léo, t'as même pas assez d'argent pour me payer. Là, il était insulté. Il dit, tu m'insultes. J'ai dit non. Non, pas en tout. Fait que ça restait là. Mais là, j'ai averti Washington que je finissais avant la fin mars, leur dire qu'après le repêchage, que c'était fini. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui a appris entre les branches que je serais libre au mois de juin. C'est Drummondville. Alors, le président du bureau des gouverneurs de Drummondville m'a appelé. Il m'a dit, j'aimerais te rencontrer. Je suis allé le rencontrer. Il m'a fait une offre que je ne m'attendais même pas. Parce que je me souviens, ma conjointe m'avait dit, tu n'iras pas travailler là pour rien, là, hein? Et on n'avait même pas commencé à parler d'argent, encore rien. Là, il voulait savoir si j'étais intéressé, puis tout ça. Je dis, oui, j'étais intéressé. Moi, je vais finir à fin juin, je finis à Washington, puis je ne resterai pas rien faire à l'âge que j'ai là, puis je suis un maniaque de hockey, je veux continuer dans le hockey. Et là, on n'a pas négocié rien. Et là, il m'a mis un montant sur la table. Je te jure, là, ça équivalait au montant que je gagnais en argent américain à Washington. Je dis oui. Quelle place qu'on signe? Plus simple que ça. Ça s'est fait demain. Occuper quelle fonction? DG, là? DG. OK. DG et recruteur-chef. J'avais les deux postes. OK. Juste avant d'en arriver là, tantôt, parce on a bifurqué. Tu vas voir dans mon podcast, des fois, moi, je pars à gauche. Ah oui, ben moi aussi, ça peut arriver. Tu m'arrêtes. Mais tantôt, dans le fond, la question que je dois te poser avant qu'on bifurque, c'est quoi que ça prend pour toi, là, comment tu peux voir un bon joueur qui, lui, parce qu'on parlait des fameux joueurs, là, s'ils se voient plus haut, puis plus fin, puis plus bon, mais comment tu fais, toi, pour un joueur de 18 ans, de dire, lui, je suis persuadé qu'il va... Oui, mais tu as des critères de base, là, que moi, j'ai appris avec Jack Button à Washington. Tu as des critères de base. Est-ce que ce gars-là a le patin pour jouer dans la Ligue nationale? OK? Moi, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé, des fois, ça me prenait une partie ou 2 parties avant de dire ouais, je pense qu'il a le patin pour jouer dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, je regarde le warm-up, puis je suis capable de te dire, lui, il n'a pas le patin de la Ligue nationale, mais je suis capable de dire ouais, si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas techniquement. Nous, on regarde beaucoup techniquement. Mais le potentiel de se développer. Oui, mais c'est ça. Des fois, là, tu vas regarder un joueur junior, puis là, tu dis, oh, il n'y a pas le coup de patin de la Ligue nationale,
mais il est à peu près à 10 %. Avec des entraîneurs compétents, des exercices conventionnels, il va pouvoir améliorer 10 %. Puis il peut jouer dans la Ligue nationale. On a eu des gars comme ça. Le dernier gars qui a fait ça, il a passé droit à l'année de repêchage. Il jouait à Moncton. Personne ne voulait le repêcher. Ottawa l'ont pris. L'année d'après, son patin est parti. Il y a des... C'est un petit peu comme dans la vie, il y a des late boomers. Tu as des gars qui se développent en retard. Il y a des gars que ça prend plus de temps. D'autres, ils se développent tout de suite. Il y en a qui ont besoin de plus de temps d'adaptation. C'est pour ça qu'à 18 ans, c'est jeune. Ben oui. Pour être repêché. Mais c'est très rare. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de Myers tout à l'heure. C'est très rare que nos gérants généraux vont dire « Hey, là, je vais avoir un gars pour l'année prochaine. Parce qu'ils savent que c'est très... Tu sais, les gars, là, il faut que je sois repêché dans les 10 premiers pour dire qu'ils ont une chance de jouer l'année d'après, là, tu sais. Puis il y en a 4-5 par année. Il n'y en a pas plus que ça. Tu as juste à regarder à chaque année, tu vas voir, c'est ça le nombre. Mais, tu sais, il faut que tu connaisses le hockey, il faut que tu apprennes, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que tu aies de sentiments. Ça, c'est la première des choses. OK? Pas de sentiments. Puis nous, on regarde le côté technique. Bien gros. OK? Tu sais, tu vas aller à un match de hockey, puis tu vas voir le gardien de but, il met sa main comme ça, puis il attrape la rondelle. Là, le monde sont debout, puis ils applaudissent, puis tout ça. Moi, c'est pas ça que je vais regarder, là. Moi, je vais regarder où étaient les trous. Comment il était situé, comment il était placé. Est-ce qu'il avait anticipé ce lancer-là? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a pas vu? Combien de trous qu'il laisse? Les déplacements latéraux. Un paquet d'affaires à regarder. OK? Le gars, il se fait battre souvent en haut de l'épaule droite, en haut de l'épaule gauche. Des choses comme ça pour les gardiens de but. C'est la même chose pour les joueurs. On a une liste de choses qu'on a appris et on regarde ça. On regarde pas ça... moi, je peux bien voir un gars un soir qui va marquer 4 buts puis il ne m'intéresse pas pantoute. Tu sais? Parce que c'est techniquement. Et nous, en général, quand on va au junior voir un gars de 18 ans, c'est ça qui est le plus dur, là. Faut essayer de le projeter pas bien avant 21 ans. OK? Et c'est pour ça que la plupart du temps, les recruteurs disent on devrait repêcher plus vieux. On devrait repêcher plus vieux. Et moi, j'ai vu la différence parce que quand j'ai été nommé responsable des collèges américains et que j'allais évaluer des joueurs au collège américain, là, je faisais affaire, je faisais des entrevues avec des gars de 23, 24 ans puis quelques-uns de 25 ans. Alors, je voyais la maturité comparée aux juniors que j'interviewais à Drummondville ou ailleurs qui avaient 18 ans. Là. Tu comprends? Mais tantôt, je te posais la question des commandes. Moi, par mot commande, ça veut dire... est-ce que tu peux avoir la directive, tu ne regardes pas un joueur en bas de 6 pieds, par exemple? Ça, c'est arrivé. Ça arrive, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est tous des monstres là, c'est arrivé. Dans les hauts niveaux. Là. C'est arrivé, puis ça, je vais te dire, quand j'ai débuté à Washington, on avait Doug Murray comme entraîneur, et je me souviens à un moment donné d'une réunion, parce qu'on avait quelques réunions, tout le monde ensemble, mais quand c'était au niveau du recrutement, comme je disais, les coachs n'étaient pas là parce que c'est pas eux autres qui bâtissent les clubs, c'est nous autres avec le gérant général. Et au camp d'entraînement une année, Brian Murray m'accroche, coach à Washington, là, il m'accroche, dit Gilles, il faut que je te dise de quoi. Fait une semaine, t'es au camp, t'as-tu vu la grosseur de nos gars? Je veux pas voir un maudit joueur de défense en bas de 6 pieds 2, 220 livres. Comment tu me dirais, il a été 40 buts l'année passée, là? Pas en tout. C'était ça. Parce que on fêtait avec les Flyers de Philadelphie. Puis il fallait être gros. Puis il fallait être tough. OK? Ça fait que c'était ça. Après, la même chose est survenue au niveau des gardiens de but. Regarde aujourd'hui, là. Quand moi j'ai commencé, là, il y en avait une tonne de petits gardiens de but. Parce que c'était les réflexes, la vitesse, la rapidité, comment ils se déplaçaient, puis tout. Aujourd'hui, là, il y a moins d'accrochage. Là, la Ligue s'est améliorée là-dessus. Il y a moins d'accrochage. Donc, il faut que tu sois capable de patiner. Donc, maintenant, tu peux aller avec un joueur de défense qui est un petit peu plus petit. S'il est habile avec la rondelle, il a un bon sens de hockey, puis il patine beaucoup. Tu peux aller avec un plus petit. Tu ne gagneras pas si tu en as 5 comme ça dans ton club. Mais tu peux en avoir 1 ou 2. Alors, c'est comme ça. Maintenant, les gardiens de but, c'est la même moseuse d'affaires. Les gardiens de but, maintenant, ça prend des gros gardiens de but.
Pourquoi? Parce que même s'il ne voit pas la maudite rondelle, s'il y a 2-3 gars en avant de lui, plus il va être gros, plus il y a une chance de se faire frapper, même s'il ne l'a pas vu. Ouais. C'est de même que ça marche. Et la différence entre un joueur qui joue junior et un joueur qui joue dans la Ligue nationale, moi, il y a un agent qui m'a achalé pendant une saison complète. Qui avait un gardien de but qui jouait à Moncton. Il mesurait 5 pieds 8, 5 pieds 9. Il était bon. Il était très bon. Lui, il me dit, Gilles, je peux pas croire que tu n'es pas capable de mettre ce gars-là sur ta liste. Je dis non, je suis pas capable. Mais je vais t'expliquer pourquoi, par exemple, je suis pas capable de le mettre. Parce que ton goaler qui jouait à Moncton dans le junior, là, à 5 pieds 9, là, il n'y avait même pas 5 pieds 9, c'était peut-être 5 pieds 8. J'ai dit, je vais le mettre à 5 pieds 9. Je pourrais même le mettre à 5 pieds 10. Mais il dit, c'est ton goaler qui est là, là. Le joueur qui va s'en venir devant lui dans le junior, là, OK? Il n'est pas capable de mettre la rondelle dans le trou en haut. Il va en mettre peut-être une fois sur 10 ou maximum 2 fois sur 10. Le gars dans la Ligue nationale, il va en mettre 8 fois sur 10 dans le trou en haut, à gauche ou à droite. Vois-tu la différence? Bien, c'est ça. C'est ça la différence. Mais, tu sais, il n'y a pas de commande comme telle, parce que, comme je te dis, idéalement, le repêchage, là, on ne devrait pas repêcher des gars avant 20 ans. Ouais. Mais... Ça va-tu venir un jour, ça, tu penses? Je sais pas. C'est une business, hein? Non, mais c'est pas juste ça non plus, c'est les droits de l'homme, faut pas t'oublier, là. Une des raisons pourquoi la Ligue nationale a baissé à 18 ans, c'est à cause de ça, c'est qu'ils ont eu des plaintes par les droits de l'homme. Que au Canada, tu étais majeur à 18 ans, mais tu ne pouvais pas être repêché. Fait que c'est pour ça qu'ils ont baissé ça, là. OK. C'est pour ça qu'ils ont baissé ça. C'est en quelle année, ça? Oh mon Dieu, je pourrais pas te dire quelle année, là, je sais pas. Ça remonte à longtemps. Ça fait longtemps. OK. Ça fait longtemps. Fait que là, si on revient dans le temps, là, tu vois, c'est assez bien là, mon podcast. Là, tu étais à Drummondville. Fait que là, tu as été DG puis directeur du recrutement pendant quelques années. J'avais signé un contrat de 2 ans. OK, tu as complété ton contrat. Non, j'ai fait 14 mois. 14. OK, t'es parti de toi-même ou raconte-nous ça. Oui, j'ai fait 14 mois à Drummondville. J'avais Daniel Brière qui jouait pour moi. Okay. J'avais fait un échange avec Québec pour aller chercher Goldie Dwyer, parce que c'était un tough, Goldie. Puis je voulais qu'il protège Daniel. Moi, j'avais fait venir Daniel dans mon bureau. Puis j'avais dit à Daniel, tu veux être échangé? Charlie Henry, qui dirigeait le club de Hull, il m'appelait à peu près 2 fois par semaine, puis il voulait avoir Daniel Brière absolument. Puis là, ce maudit-là, il faut que je dise le mot, il avait déjà accroché le chandail de Daniel Brière dans la chambre de ses joueurs. OK? Et quand j'ai su ça par quelqu'un, j'ai dit, ben tabarnouche, attends un peu, on va t'en faire un échange, toi. Fait que c'est ça. Là, j'ai dit à Daniel, tu veux-tu t'en aller? Daniel lui dit non, si tu travailles pour trouver quelqu'un pour me protéger et améliorer l'équipe, je suis pas intéressé à m'en aller. J'ai dit, OK, tu vas finir ta carrière avec nous autres à Drummondville, je vais te protéger, on va trouver quelqu'un pour te protéger. Fait que là, j'avais donné Étienne Drapeau à Québec, qui est devenu chanteur. Ouais. J'avais donné Étienne Drapeau à Québec pour aller chercher Goldie Dwyer. Dwyer, il était tough. Fait qu'il a protégé Daniel. Finalement, Daniel, il a été drafté au mois de juin par Phoenix. Et c'est ça. Mais entre-temps, je reçois un appel. De Tim Burke. Ça, on n'a pas parlé du livre, mais c'est écrit dans mon livre. Je reçois un appel de Tim Burke, qui est le directeur du recrutement des Sharks de San Jose, que moi, j'avais connu quand je travaillais à Washington. Il m'avait dit, Gilles, il me voyait aller. Lui, il me disait, si un jour, moi, je deviens en charge d'un club dans la Ligue nationale, là, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec moi. Tu sais, des fois, on va prendre une bière, puis, tu sais, des fois, il se dit des affaires. Moi, je dis, bon. Et il m'appelle, puis il me dit, j'aimerais ça que tu viennes travailler pour moi. Je sais que t'es plus à... Ben, j'ai dit, là, moi, j'ai un contrat de 2 ans avec Drummondville. Il dit, y a-tu moyen de briser ce contrat-là? Je sais pas, il va falloir que je parle à mon président, là, je sais pas. Fait qu'il dit, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec moi à San Jose. Colin, je pensais jamais d'avoir un appel comme ça. Je m'assis avec Pierre Lemaire, le président de Drummondville, puis j'ai dit, j'ai une offre pour retourner dans la Ligue nationale. Oui, on peut retourner à Washington. Je dis, ben non, San Jose en Californie. Ça fait qu'il dit, il te reste encore un petit bout de temps dans ton contrat. J'ai dit, oui, mais je pourrais commencer tranquillement. Puis j'ai dit,
étant donné que moi, j'étais directeur-gérant et responsable du développement, j'avais dit, c'est connexe, là, ça va ensemble, OK? Je peux rester directeur j'ai pas le droit de rester directeur gérant, mais je peux rester directeur du recrutement puis travailler pour les Sharks. Parce que les Sharks, ils aimaient ça, parce que moi, pour le junior, j'allais voir les midgets. Fait que, tu sais, c'était bon pour eux autres. Puis moi, je les voyais venir un an d'avance aussi. Fait que c'était bon pour San Jose. Fait que le maire dit, ouais, il y a toujours moyen d'arranger ça. Il dit, qu'est-ce que tu ferais? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça que tu engages un autre gérant général. Puis j'ai dit, moi, je vais rester comme recruteur-chef. Puis, fait que là, je dis à Tim Burke à Washington, à San Jose, tu sais, je vais commencer tranquillement. Là. Je n'irai pas courir à l'autre bout du monde, là, parce que là, tu sais, il faut jouer pour le. Fait que, ouais, il n'y a pas de problème, on va s'arranger avec ça. Fait que j'ai signé un contrat avec San Jose. Et eux autres, ils voulaient tellement m'avoir qu'ils me disent éventuellement, je vais te donner le même territoire que tu couvrais avec Washington, avec le même salaire. Oh, parfait. C'est ça que j'ai fait. Fait que je suis parti. J'avais 14 mois de fête sur 2 ans à mon contrat. Je suis parti avec Washington. Là, j'ai signé un contrat de 2 ans. Là, j'étais pas Washington, je veux dire San Jose. Là, j'ai signé un contrat de 2 ans. Là, j'ai fait 98-99. J'ai repêché des joueurs. Bon, OK. OK. T'as fait ton nom. J'ai repêché des joueurs. Et après ma 2e année de repêchage en 99, j'avais eu une rencontre avec quelqu'un d'autre. Je demande à Dean Lombardi, qui est mon gérant général à San Jose, je dis, après le draft, j'aimerais ça te parler. Il dit, OK, il viendra dans mon bureau, on va parler. Fait que j'ai dit, je voudrais m'en aller après le repêchage. C'est quoi? Tu t'en allais où? Tu veux changer de territoire? Non. Je veux partir des Sharks. J'ai dit, j'ai une autre offre plus intéressante. C'est impossible qu'un autre club te donne une offre plus intéressante que nous autres. Dis-nous ça, on va en matcher, là. Dis-nous ça. Je dis non. Impossible. J'ai dit, j'ai la chance de m'en aller copropriétaire avec un club de hockey junior, puis de gérer le club junior. Oh! Oh. Il dit, c'est où? J'ai dit, Chicoutimi. J'ai dit, je m'en vais copropriétaire. J'ai une possibilité d'acheter 51% des parts que je peux acheter graduellement. J'ai dit, je pars avec un montant d'argent pour commencer, puis je peux rajouter à chaque année jusqu'à la concurrence de 51%. Ouais, mais je peux pas faire grand-chose contre ça. Il dit, je comprends ça. Il dit, c'est sûr que tu vas être plus proche de chez vous aussi, tu sais. Ça, c'est en quelle année, là? En de 98, 9? Ouais, 2000. Okay, en 2000, OK. Ouais. Fait que là, je m'en allais à Chicoutimi, comme copropriétaire, mais là, c'était à pagaille totale, parce que Chicoutimi était dans le trouble. Il avait fait une grosse transaction avec Morissette à Bathurst. Morissette, il avait déménagé son club de Saint-Jean à Bathurst. Il avait fait une grosse transaction, puis en bon Canadien, là, mon copropriétaire, là, Marc, il s'était fait jouer d'aplomb par Léo Guy. Il avait vidé le club. Il n'y avait plus rien. Quand je suis arrivé à Chicoutimi, il n'y avait rien. Il n'y avait presque pas de choix, repêchage, rien. J'ai travaillé comme un fou pendant toute l'année. J'ai réussi à ramasser 21 choix au repêchage. Avec à gauche, puis à droite, puis petit échange, puis en tout cas. Et finalement, on ne gagnait pas. C'est sûr qu'on ne gagnait pas. Il avait vidé le club. On parlait deuxième. Val-d'Or parlait premier. Moi, je voulais aller avec le gardien de but. Val-d'Or ont pris le gardien de but. Et je suis tombé deuxième, mon deuxième choix. J'ai pris un petit joueur que j'ai emmené à Chicoutimi. Éventuellement, il a été drafté par Minnesota. Et il a aidé Chicoutimi juste 1 an et demi parce qu'après, il s'est en allé là-bas puis il a gradué dans la Ligue nationale. Mais j'ai fait jusqu'en 2001. Là, j'ai demandé
J'ai demandé un meeting avec mon partner. On s'est assis. J'ai dit, Marc, je m'en vais. C'est comment tu t'en vas? Je m'en vais. J'ai dit, hey, je travaille à peu près 16 heures par jour, puis je suis pas capable de remplir l'aréna. Puis, tu sais, j'avais tout essayé pour changer les affaires. Partir de loin aussi. Oui, mais j'avais fait même changer le nom de l'équipe. Moi, je voulais que l'équipe devienne représentante de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK? Et les journalistes là-bas sont très, très protecteurs. Puis tout ça, ils m'avaient dit, voyons, Gilles, ça ne marchera jamais. Il n'y a jamais personne qui va accepter ça. Et ça s'appelait les Saguenayens? Ça a resté les Saguenayens. Et toi, tu voulais changer ça? Région Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Oui. Et je suis fier de ça aujourd'hui. Ça a été fait. C'est encore comme ça. Et aujourd'hui, quand j'ai la chance d'aller à Chicoutimi, je reçois encore des messieurs qui avaient des billets de saison, puis qui m'ont connu, et qui viennent me voir et qui me disent « Hey, on est encore fiers de ce que tu as fait, puis tout ça. » C'est que je trouve ça le fun. Ben oui, ben oui. Parce que les journalistes, tu verrais les coupures de journaux que j'ai chez nous, là, ils me faisaient planter, puis ils disaient « Pour qui se prend? Voyons donc changer le nom de l'équipe, puis ça ne marchera pas, puis tout ça. » Ça a tout fonctionné. Et pendant que j'étais là, j'avais rencontré Denis Coderre, qui était ministre au fédéral. J'avais demandé une subvention, pas une tonne, mais j'avais eu 2000 pièces. Et j'avais signé une grosse bande de publicité pour 2000 pièces. Et j'avais signé une entente avec Bureau en gros. Eux autres, j'avais réussi à aller chercher 5000 $. Fait que j'ai été chercher pas mal d'argent, mais le monde, il venait pas. Moi, j'étais assis dans ma loge en haut là, pendant un game. Là. Il y a des journées, je pouvais compter les spectateurs quasiment. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Là. On avait 800 personnes. Fait que moi, j'ai dit à Marc, là, ça n'a plus d'allure. Là. J'étais prêt à me brûler. Là. Je fais trop d'heures. Puis ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai dit, j'ai l'impression que je travaille pour rien. Je n'avance pas dans rien. Là, tu sais. Ça fait qu'il dit, qu'est-ce que tu dirais si on vendrait le club? Je dis, hey, c'est toi qui es majoritaire, là. Tu sais. Ouais, mais dis-moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Il dit, j'ai entendu dire qu'il y a un groupe qui serait intéressé. Il dit, qu'est-ce que tu dirais si je te mandaterais pour négocier? Je fais, qu'est-ce que tu veux? Ça fait que, il me dit, OK, je te mandate. C'est toi qui vas négocier avec le groupe. Et le groupe qui voulait acheter, c'était Carbonneau. Guy Carbonneau. J'ai négocié une journée avec eux autres. Ça n'a pas marché. Finalement, comment ça s'est réglé? C'est pas compliqué. C'est Chicoutimi qui a racheté le club. C'est la ville de Chicoutimi qui a racheté le club. Fait que moi, je me suis ramassé plus de condo, plus d'auto, plus rien. J'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que moi, j'avais signé un contrat de 5 ans comme copropriétaire et directeur administratif de la compagnie, plus gérant général. Moi, je m'occupais de tout, là, les bars, la restauration, tout dans ça. Là. Je jouais des locaux dans l'aréna, un vendeur de crème glacée, tout ça. Là, je m'occupais de tout. Là. J'en faisais des heures, je peux te dire ça. Ce que ça a fait, ça m'a mené un divorce. Pas trop compliqué. Là. J'étais plus chez nous pantoute. Là. Je te dis, je faisais 15-16 heures par jour, ça n'avait pas de bon sens. J'avais un condo à Chicoutimi. Je partais du bureau de l'aréna, il était 9 heures. Des fois, je mangeais même pas, je me couchais. Puis le lendemain matin, à 8 heures, j'étais au bureau. Puis, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Mais ça a été toute une expérience pareille. Oui. Et là, pour continuer dans ma trajectoire, après que le club, ça a été réglé, que la ville l'a repris, puis tout, moi, je me ramasse avec plus rien, là. Qui tu penses qui m'appelle encore? Un appel de la Californie. Non. Oh. Ah, non, Marc Lachapelle. Non, Léo Guy Morissette. Okay. Tu peux-tu venir gérant général pour moi à Bathurst? Je dis non. Non, moi, je connaissais Léo, je savais comment il travaillait, puis tout. Parce que je l'avais vu travailler, son bureau était à côté du mien, dans le bureau à Laval avant. J'ai dit non, Léo, c'est toi le gérant général. J'ai dit, t'as pas besoin d'un gérant général, c'est toi qui mène le club, qui mène tout. Qu'est-ce que tu veux, je vais le faire là, moi? Fait qu'il dit, mais moi, je voudrais que tu viennes travailler pour moi. J'ai dit, il dit, je t'offre le titre de gérant général. J'ai dit, non. Mais j'ai dit, j'ai besoin de travailler, je veux pas rester assis chez nous à rien faire. J'ai dit, je pourrais m'occuper peut-être de je sais pas quoi, moi, là, du développement de tes joueurs, quelque chose comme ça. Hey, c'est une bonne idée si j'avais pas pensé à ça. Ouais, tu peux rester à Québec, puis tu vas aller voir tous les midgets qu'on a repêchés. Tu vas aller voir ces gars-là. Là, ils venaient de repêcher
chose qui a joué à Boston, là, qui vient de prendre sa retraite. Patrice. Fait que j'allais voir Patrice dans le midget, j'osais un peu avec, tout ça. Correct. Là, à un moment donné, je t'ai dit que l'histoire de Chicoutimi, ça a coûté mon divorce. Fait que là, j'avais rencontré Sylvie, ma conjointe d'aujourd'hui, parce que je venais à Québec souvent pour aller voir jouer Éric Chouinard, puis Simon Gagné, puis tout ça, parce qu'il y avait des gros joueurs. Vincent le Cavalier qui était à la bourse, fait que souvent je venais là. Fait que c'est de même, par pur hasard, un soir, j'avais rencontré Sylvie, en tout cas. Fait que là, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, je vais faire ça. Fait que je suis responsable du développement des joueurs. Je trouvais ça le fun. C'était pas trop prenant à comparer à ce que je faisais avant. Puis là, je faisais de l'advance scouting. Mettons que Batters s'emmenait jouer à Québec, mais là, j'ai envoyé de l'information sur Québec, comment est-ce qu'il jouait, puis ainsi de suite. Fait que, à un moment donné, j'ai reçu un autre téléphone. Yo, Guy, j'ai une grosse nouvelle pour toi. C'est quoi? Il dit, je viens d'acheter un club junior 3. Il dit, le club était quasiment en faillite. Fait que j'ai acheté ça pas cher. Puis il dit, j'aimerais ça que tu amené ça. Puis il dit, ça va être quoi ta job? Il dit, tu vas mener ça pareil comme un club de junior majeur. Puis il dit, on va essayer d'amener tous les joueurs qu'on a repêchés, on va essayer de les amener là. Ça va être ton travail. Essaye de les amener tous là. On ne peut pas tous les amener là. Il appartenait à d'autres clubs, puis tu sais, j'ai pas pu tous les amener, là. Mais j'ai fait ça. Mais là, j'ai travaillé comme un fou encore à cette place-là. Puis là, Sylvie, elle venait m'aider. Parce que là, moi, j'étais tout seul, là, pour m'occuper de ça. Fait que là, Sylvie, elle s'occupait de la billetterie. Puis j'avais confiance en elle pour le financement. Fait que c'est elle qui s'occupait des cash, puis tout ça, pendant que moi, je m'occupais du hockey. J'ai fait ça. Fait que là, j'ai dit, allez, au Guy, je sais pas comment d'années m'a faire ça, parce que c'est tough en tabarnouche, qu'est-ce que je fais là? Oh, il me dit, l'année prochaine, tu pourras prendre des vacances, ça va bien aller. OK, je fais un an. L'été d'après, mes vacances arrivent. Je reçois encore un téléphone de Léo Guy. Il dit, je vais te ramasser demain. Il dit, faut que tu viennes avec moi à Trois-Rivières. Je vais faire là. Ah, je peux pas parler de ça au téléphone. Il dit, je vais te ramasser demain à telle heure, puis on s'en va à Trois-Rivières. J'embarque dans l'auto le lendemain. Je dis, qu'on s'en va? Il dit, on s'en va rencontrer le maire. Ah oui, on va rencontrer le maire à Trois-Rivières. Fait qu'on arrive là. Je dis, c'est quoi que tu veux? Il dit, éventuellement, il va y avoir un autre club junior majeur qui va rentrer ici. Fait qu'il dit, moi, je veux déménager le club de Warwick à Trois-Rivières. Puis l'entente avec le maire, c'est que moi, j'ai la première option. Si jamais il y a un club junior majeur, c'est Baby qui va l'avoir ici. OK? Il n'a pas eu, de toute façon. Mm-hmm. Fait que là, pas de vacances. OK? Là, je perds mes vacances encore. Parce que là, il faut que je déménage le club à Trois-Rivières, au collège de La Flèche. Et là, deux semaines avant le camp d'entraînement, j'ai pas de maudite pension. J'ai pas une pension. Là, où je vais trouver des pensions? Je connais pas personne dans ce ville-là, moi. Heureusement, je rencontre un gars que je connaissais qui travaillait pour Shawinigan dans le temps. Il dit, j'ai une madame qui s'est occupée des pensions chez nous. Il dit, je sais même pas si elle vit encore. Il dit, j'ai son numéro de téléphone. J'appelle la madame. La madame a travaillé pour moi, elle a trouvé les pensions. Il y a 2 semaines, juste avant que le camp d'entraînement rouvre. Là, je me dis, bon, là, il faut ramener du monde dans ce cabane-là aussi. Fait que là, il faut que je trouve un entraîneur. Un bon nom, là, tu sais. J'ai engagé Marc Bureau. Marc Bureau qui avait joué dans la Ligue nationale. Parce que lui, il restait à Trois-Rivières-Ouest. Fait que c'était proche de chez eux. Fait que j'engage Marc. Puis ça a bien été, Marc, là. Ça a été le fun de travailler ensemble. Fait que là, je commence mon année. Tout ça. Là, le téléphone sonne. Mois de septembre. C'est qui appelle, là? Mois de septembre, le téléphone sonne encore. Tim Burke. Oh, OK, on l'attendait, lui. De San Jose. Comment ça va? Ça va bien. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles? Ah, il dit, je suis en mission spéciale. Je reviens du camp d'entraînement des Sharks. Je suis en mission spéciale. Je dis, ah oui, c'est quoi ta mission? Tu ramené? Ben oui. Il me dit, Dean Lombardi m'a dit, tu ramènes Gilles avec nous autres, coûte que coûte. Coûte que coûte. Voilà. OK. Je me rappelle, j'ai été faire cette entrevue-là à l'aéroport de Dorval, parce qu'il était entre 2 vols pour s'en aller à Boston. Lui, il reste à Boston. Fait que là,
shake hand agreement. Là, il me dit, il m'a envoyé, on s'entend, sur les salaires, tout. Il me dit, il m'a envoyé les papiers, va te faire envoyer les papiers et les contrôles la semaine prochaine. Je me retourne chez nous, j'arrive chez nous, je dis à ma femme, je pense que je vais retourner travailler pour San Jose. J'aurais jamais pensé, après avoir démissionné, qu'eux autres, ils m'auraient rappelé. Tu sais? C'est impossible. Normalement, si tu démissionnes, goodbye, it's Joe, on ne veut plus rien savoir de toi. Ça fait que là... Autant quelle année, là? Juste pour... Là, on est en 2003. En 2003. Ah, OK. Là, le téléphone sonne le soir. Un autre téléphone. Bon. Là, ma femme a dit, je comprends rien, ça parle en anglais. Ah, OK, passe-moi ça. Là, ton anglais était super. Ben là, il était amélioré pas mal. C'était David Poyle. OK. Qui venait de quitter Washington, qui s'en allait diriger le club de Nashville. Il s'en allait prendre le contrôle de Nashville. Là, il me dit, ça te tente-tu de t'en venir avec moi à Nashville? La journée même. Là, j'ai dit, Doug, j'ai un problème. J'ai dit, Dave, j'ai un problème, là. J'ai dit, j'ai rencontré San Jose un matin. Shake hand agreement. J'ai pas signé de contrat avec eux autres. On s'est entendu sur les modalités, le contrat, puis tout ça. Puis j'ai dit, j'ai donné ma parole, j'ai shaké la main un matin, puis il va m'envoyer les papiers la semaine prochaine. Ah, il dit, moi, je t'ai ramené avec moi à Nashville. Si t'aurais été bien avec moi, on aurait parti ça ensemble. Il dit, t'aurais été bien avec moi. J'ai dit, je peux pas faire ça. Il dit, toi, je te comprends. Il dit, je te blâme pas, t'as toujours été honnête avec moi tout le temps. Partout. Il dit, je te souhaite la meilleure des chances avec San Jose. Si un jour ça marche pas, rappelle-toi de moi, tu as toujours mon numéro de téléphone. Je vais toujours être là pour toi. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite la bonne chance à Nashville. Incroyable. Ouais, c'est comme ça. Mais, des fois, je te dis, j'ai été chanceux. Oui, mais les bonnes personnes attirent les bonnes opportunités. Oui. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Là. Ben, moi aussi, j'y crois. Mais, tu sais, moi, des fois, je dis j'ai été chanceux, mais je dis souvent à mes chums, on l'a fait, notre chance aussi. Tu sais, on l'a fait un peu, notre chance, là. Mais, en tout cas, c'était vraiment spécial. Là, San Jose, fait que là, c'était ton dernier switch, parce que là, tu as fait le reste de ta carrière avec San Jose. Oui. Parlons-en. Là, ben là, je vais juste te conter une petite anecdote avant, là. Je veux pas quelle heure qu'il est, là, mais ça va vite, hein? Encore, je te dirais, 15 minutes, 20 minutes, peut-être. Et tabarnouche. En tout cas. On te réinvitera, Gilles. On va te réinviter. J'arrive à San Jose et j'avais parlé à Lombardi au téléphone. Mais Lombardi, je l'avais jamais rencontré encore. Moi, j'avais parlé au téléphone seulement. Nous autres, on avait un code d'éthique à Washington. On n'avait pas le droit de sortir en public sans veston et cravate. Tout le temps. Ça, c'était 100 piastres d'amende si on se faisait poigner. Fait que moi, je m'envoie à San Jose pour mon premier voyage. En veston, puis en cravate dans l'avion, puis tout ça. Puis je débarque. J'arrive, je cogne à la porte de choses du GM. Il est en sandales, il a 2 pieds sur le bord du bureau, puis il est en short. Puis il me dit, bonjour, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'ai dit, je viens de voir. On s'est parlé une couple de fois au téléphone, mais on n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Fait que j'ai dit, je viens de voir. Bon, ben, il dit, là, avant de continuer, il dit, oui, moi, je veux te parler, mais il dit, avant de continuer, là, tu vas t'en aller au Hilton, là, à l'hôtel, tu vas t'en retourner au Hilton, tu vas te changer. Parce que si tu restes de même, là, ça va aller mal parce qu'ils vont penser que c'est toi le propriétaire du club. Il dit, va te changer. Là, j'ai réalisé que là, c'était plus le même. C'était plus la même patente pantoute. Non. Fait que c'est ça. Ça a été mes débuts avec San Jose. Et ça, je suis le plus fier. Ce que je suis le plus fier, c'est ce que j'ai emmené à San Jose. Parce que ce que j'avais appris du maître Jack Button à Washington, qui est décédé, quand je suis arrivé à San Jose, Doug Wilson, il était directeur du développement des joueurs. Fait qu'il travaillait avec nous autres un peu. Fait que tout le monde le connaissait. Et quand Dean Lombardi est parti pour s'en aller à Los Angeles, Doug est devenu directeur gérant. Fait que Doug, à un moment donné, on a une réunion. Doug, il me voit avec mes cartables, puis mes affaires, puis tout. Il dit, c'est quoi ces couleurs-là? C'est quoi ces affaires-là? Ah, ben, j'ai dit, moi, j'ai appris à travailler de même. Il dit, on marche par des codes, des couleurs, telle année, telle couleur, telle autre couleur. Fait que j'ai dit, quand le gérant viendra à l'appel,
au lieu que je commence à chercher, puis voyons où ce qui est, puis c'est quel âge, puis tout ça, j'ai dit, je le sais que le 18 ans, c'est un jaune, le 19 ans, c'est un vert, ainsi de suite, tu sais. Hey, tu montres-moi ça. Là, je tourne ça, cette affaire-là, j'y monte ça. Puis j'ai dit, regarde, je classe mes joueurs à chaque semaine parce que je peux les monter, les descendre s'il y a une bonne semaine ou pas. Il dit, tu me le laisses-tu pour la veiller? Je dis, ben oui, tu me le donneras demain matin. Fait que je laisse ça. Il dit, le lendemain matin, il m'en va au morning skate. Il me dit, viens là dans mon bureau. Moi, dans le bureau. Il me dit, j'ai pris une décision. J'ai dit, tu veux plus que je travaille avec ça? Il dit, tout le monde va travailler avec ça. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Les bonnes vieilles méthodes. Hein? T'es-tu sérieux? Il dit, oui. Il dit, je trouve ça tellement intelligent, puis ça a tellement d'allure. Il dit, tout le monde va travailler avec ça ici. Fait que là, pas besoin de te dire comment on se fait tirer à pipe. Hein? Les gars, ils disaient, on t'aime bien depuis que tu travailles avec nous autres, mais tu nous fais travailler plus fort qu'on travaillait avant. C'est ça qui est drôle de voir que tu fonctionnes, t'as encore ton cartable. Oui. Puis quand on se croise dans les arénas à Québec, je te vois encore avec ton cartable à la main, tes crayons de couleur. Oui, mais tu continues encore. Puis moi, je trouve ça beau parce que t'en vois d'autres à côté qui sont avec les iPads, avec les ordinateurs. Puis, ça fait tu fais pas le même job, là. Mais je travaille plus parce que quand j'arrive chez nous, je transfère ça dans mon ordi. Parce que quand je travaillais, il fallait que j'envoie des rapports, moi, à San Jose. Fait que moi, je prenais des notes. Et là, mon anglais était assez bonne que je prenais les notes en anglais. Puis j'ai toujours pris mes notes en anglais parce que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, pour dire une expression ou n'importe quoi, t'as une petite chose comme ça, au lieu qu'en français, c'est long de même. Ça fait que c'était plus facile pour moi. Fait que j'ai toujours fait ça de même. Mais quand je prenais mes notes dans mon cahier, quand j'arrive chez nous, il faut que je transfère ça dans mon ordi. Puis là, j'envoyais ça à San Jose. Mais quand tu prends tes notes, puis tu transfères ça dans ton ordi, ça te donne, oui, c'est du temps, mais ça te donne aussi une autre opportunité de réfléchir à ce joueur-là. Donc, avec un certain recul. Ben, c'est pas rien que ça. Et plus je vais aller voir, lui, je l'ai vu la semaine passée. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a écrit la semaine passée. Fascinant. C'est ça. Mais ça, c'est la passion, là. T'sais. Clairement. Et ma conjointe, elle me dit, tu travailles plus que quand tu étais payé à gros salaire. Puis tu travailles pour rien. Je dis, c'est vrai. Mais j'arrêterai pas. Tant que je vais être en santé, c'est ce que je vais faire. Je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable d'aller à une partie de hockey puis pas prendre de notes. Là, je suis pas capable de faire ça. Impossible. Parce que j'ai été trop habitué comme ça. Puis pour moi, là, c'est tellement facile. Tu sais, je regarde le warm-up aujourd'hui, là, les gars, ils embarquent sur la glace, là. Là, le gars écrit « Accueillez les remparts », là. Je regarde les deux clubs sur la glace, puis je regarde les gars qui patinent. Oh, lui, non. Ça va me prendre 5 minutes, je suis capable de dire que lui, il a le patin de la ligue, l'autre, il l'a pas. Ou, tu sais? Et quand je te dis, c'est technique bien gros, là. Puis t'apprends plein d'affaires que le spectateur voit pas. Et une des raisons pour laquelle j'ai écrit un livre, c'est justement que je me suis rendu compte pendant la pandémie. Moi, je reste dans un condo sur le golfe de la Faune, puis il y a 8 gros blocs, puis on est 40 propriétaires par bloc. C'est une gang de maniaques de hockey, là. Mais les autres, ils savent que moi, j'ai passé ma vie dans ça. Mais je me rends compte qu'ils connaissent rien. Ils savent pas c'est quoi un recruteur. C'est quoi que ça fait. Quel temps qu'il met. Qu'est-ce qui se passe. Rien. Ils savent pas. Je l'ai écrit dans mon livre. Bien, parlons-en de ce livre-là. C'est un livre qui va sortir très bientôt. On est sur les dernières 1000. Il devrait être prêt dans une semaine, peut-être j'exagère un peu, mais 2 semaines maximum. Tu es en train là, de peaufiner les dernières lignes. Là. Donc, oui. La ligne là, pour toi là, de ton livre, là, ça va être quelque chose d'avoir son propre livre. C'est merveilleux. Là, tu as fait affaire avec un écrivain qui est réputé dans le domaine, là, qui a plusieurs livres à son... Oui, il en a fait 8. Ça va être le 9e, celui-là. Okay. Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, on peut le nommer. Moi, j'ai pas de problème. C'est Michael Lalancette qui m'aide énormément. Qui est journaliste. Qui est journaliste, Le Soleil, oui. Il est en charge des sports au Soleil. Moi, j'ai connu Michael quand il travaillait à TVA. Il a été longtemps chroniqueur sportif à TVA. Je l'ai connu là, il était jeune. Puis moi, je travaillais dans la Ligue nationale. Fait qu'on on a toujours eu des bons contacts, moi puis lui. Fait que quand j'ai décidé d'écrire, c'est drôle, j'ai pensé à lui tout de suite. J'ai dit, ça serait le gars idéal pour m'aider, ça je savais. Parce que moi, j'avais lu 3-4 livres qu'il avait fait.
Tu sais? Puis je me suis dit, mais il ne voudra jamais. Et à ma grande surprise, il a dit oui, puis on s'est arrangé. Puis et ça va sortir très prochainement. Il reste les photos seulement à mettre sur les pages qui ne sont pas les pages qui sont pas complètes. Il va, comme ça, quand le chapitre finit, il va y avoir des photos. C'est ça. Fait que j'imagine que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu ce que tu vas reconduire dans ton livre, mais plus en profondeur. Oui. Puis avec sûrement un volet un peu plus, plus détaillé, beaucoup plus détaillé sur les dernières années qu'on n'aura pas eu le temps de jaser aujourd'hui. Ça a passé trop vite pour moi. C'est incroyable. Écoute, Gilles, j'ai même pas regardé mes questions. Mais... J'en ai même pas posé une. J'aurais quasiment le goût de t'en poser juste une. Vas-y. Dis un chiffre de 1 à 10 pour le fun, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. 1 à 10. 1 à 10? Oui. 8. Très bon choix. Oui. Est-ce qu'il y a une décision ou un moment clé dans ta carrière qui a changé la trajectoire de ton parcours dans le hockey? Écoute, je pense qu'on a pas mal abordé ça, mais ça serait quoi le point, là, le point tournant de ta carrière? Bien, sûrement, je pense que ça se limite. Je peux parler des choix que j'ai repêchés, mais je pense que le point tournant de ma carrière, c'est d'avoir eu la chance de retourner avec San Jose. Okay. Quand on m'a rappelé, parce que, comme je te disais auparavant, quand tu démissionnes, là, pour moi, ma carrière était finie. Là. Quand j'ai démissionné de San Jose, après avoir signé un contrat, puis j'ai démissionné au bout de 2 ans, après avoir signé un contrat de 3 ans avec un gros salaire, j'ai démissionné après 2 ans. Je me suis dit, oh, parce que, veux pas, là, les clubs en haut, ils se protègent entre eux autres, hein. T'as des entraîneurs qui sont plus capables de coacher dans la Ligue nationale parce qu'ils ont été barrés. Et là, moi, je me suis dit, hey, moi, je suis parti de Washington, parti de San Jose. C'est fini, moi, ma carrière. Ma carrière dans la Ligue nationale est finie, là. Mais elle n'était pas finie. En tout cas, Gilles, je travaillerai encore avec vous autres. J'aurais rien qu'à donner un coup de fil, je travaillerai encore avec eux autres. Ils n'arrêtent pas de m'appeler puis ils veulent que je continue. Je continue à t'achaler, à t'agacer sur le fait que tu travailles encore pour les Sharks. Parce que quand on se croise à l'Arena, je te dis, bon, tu prends encore des notes. Tu vas leur envoyer ton rapport à San Jose tantôt. Puis, mais c'est vraiment en blague. J'aime ça te taquiner parce que je t'apprécie beaucoup. Mais tu as une fierté de faire ce que tu fais là. J'aimerais ça que plus de gens puissent avoir conscience de ça. Parce que, puis le livre, je pense que ça va être un très bel outil pour en témoigner davantage. Ben, je pense que le livre, ça va faire comprendre davantage. Tu sais, on n'a pas eu assez de temps pour que j'aille dans des détails de voyage, ainsi de suite. Ça comprend quoi, puis tout. Mais il y a beaucoup d'explications dans le livre. Les gens vont savoir exactement c'est quoi. Parce que moi, ce qui m'insultait plus, c'est de me faire dire souvent, t'as une maudite belle job, tu sais. Tu fais juste aller voir des games de hockey. Oui, c'est ça. Payer pour aller voir des games de hockey. Mais j'avais dit à un de mes voisins, quand j'ai connu Sylvie avait une maison, puis le voisin à côté, il me voyait souvent dans le jour, tu sais, il me disait, t'as une maudite belle job, tu travailles pas. Hey, t'es payé pour aller voir des matchs de hockey. J'ai dit, ça te tente-tu, toi, de venir une semaine avec moi? Je m'en vais dans les Maritimes l'autre semaine, là. Prends une semaine. T'as pas d'hôtel à payer, je vais prendre une chambre avec 2 lits. Moi, je paye l'hôtel, tu s'occuperas de tes repas, puis tu vas avoir un billet pour venir au hockey, that's it. Il dit, hey, j'aimerais ça. Il est venu. On a fait 6000 km dans la semaine, OK? Le premier soir, on commence à Halifax. Après la game, il dit, on va-tu prendre une bière? Oh, j'ai dit, rien qu'une, parce qu'il faut que je fasse mon rapport. On descend dans le bar en bas, prend une bière, monte en haut, je m'installe... Comme je prends mon cahier, puis je mets mes notes dans mon ordinateur, puis il faut que j'envoie ça à San Jose. Le lendemain, on s'en va au Cap-Breton. Encore une bonne ride, partir d'Halifax, aller au Cap-Breton. La même manège, le lendemain, ils disent, vas-tu prendre une bière? Je dis non. Je dis, moi, là, quand je suis sur la route, là, tu penses-tu que moi, je vais prendre une bière à tous les soirs? J'ai dit, encore à soir, j'ai un rapport à faire, là, puis il faut que je l'envoie. Puis demain matin, il faut que je me lève, il faut que j'aille à la pratique. Demain matin, j'ai interviewé 2 joueurs, là. Tu sais? Et là, il a réalisé... Quand on s'est revenu du voyage, il me dit, c'est-tu toujours de même? J'ai dit, presque. Ça n'a pas de bon sens. Hey, il dit, je m'excuse, hein. Je pensais que tu te poignais le beigne. Il dit, je serais même pas capable de faire la moitié de ce que tu fais. C'est ça qu'il m'a dit. Un métier méconnu. Oui, c'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, je donne un exemple dans le livre. Moi, je reste à 10 minutes du centre Vidéotron. Je reste sur le golfe de la Fonte, à 10 minutes du centre Vidéotron.
un match pour moi au centre Vidéotron, c'est 8 heures d'ouvrage. C'est une journée normale, là. C'est 8 heures d'ouvrage. Puis c'est facile à expliquer, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, un match à Rimouski, puis j'habite à Québec, c'est 12 heures d'ouvrage. Fait qu'imagine-toi, là, quand tu vas à Val-d'Or ou à Rouen, c'est combien d'heures? Là, c'est soit tu le fais en auto, ou tu prends l'avion, tu l'as en auto, ou n'importe quoi. Et toi, tu travailles de cette façon-là, puis tu t'imposes une certaine rigueur. Mais est-ce que quand tu vois des collègues ou des anciens collègues qui font ce travail-là professionnel, est-ce que tu trouves qu'ils se donnent autant que toi? Ou, Je suis content. J'ai rien contre eux autres. Là. Je suis pas plus smart qu'un autre, je suis pas plus fin qu'un autre. Là. Mais je suis content de ne pas être patron parce que ça ne marcherait pas de même. Je suis pas capable. J'ai de la misère à comprendre comment est-ce qu'un gars peut aller une game, puis il est assis là, puis il regarde, puis il prend pas de note, rien. Je veux bien croire là, qu'il est plus jeune que moi, puis il a peut-être une bonne tête, là, mais j'ai de la misère à comprendre ça. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Moi, je connais beaucoup de monde. Des fois, il y a du monde qui me dérange pendant un game. Ils viennent me voir sur la galerie de presse au centre Vidéotron. Puis encore la semaine passée, il y en a un qui a jasé la moitié de la deuxième période. Tu sais. C'est pas grave là, si je perds de quoi, parce que moi, j'ai les games chez nous, ils sont tous enregistrés. Tu es à la retraite aussi. Puis je suis à la retraite aussi. Tu sais. Mais il reste que j'ai de la misère à comprendre ça. Ou la plupart du temps que j'étais à Washington, une fois, je me souviens, je m'en vais voir un match Rosemont qui jouait. Moi, je coachais mon bantam là, dans ce temps-là, avant. Paul Sauvé à Rosemont. Je vais voir une game de junior, c'était Bernard Parent d'un but. Je m'en vais voir Bernard Parent. La game, c'est 6-1. Il reste à peu près 10 minutes. On devait être à peu près 6-7 recruteurs. Les gars, ils s'en vont. La game, elle change de bord. L'autre club gagne 7-6. OK? Le lendemain matin, je reçois un téléphone de mon gérant général. Il me dit comment tu as trouvé la game? J'ai dit un méchant virement. J'ai dit hey, il restait à peu près 10 minutes à jouer, c'était 6-1. Puis j'ai dit l'autre club a fait une remontée incroyable, ils ont gagné 7-6. Il dit oui, toi, tu as resté jusqu'à la fin. Il dit je pense qu'il n'y en a pas gros qui ont resté jusqu'à la fin. Hein? Il savait. Merveilleux. C'est de toute beauté. Écoute, Gilles, j'ai 2-3 petites questions en rafale là, pour conclure. Je me doute de ta réponse, là, mais le joueur que tu as repêché qui te procure, qui était peut-être ta signature ou ta plus grande fierté, ou t'en as-tu un en particulier? Ah, c'est facile, ça. Oui, ben je pense que tu t'en vas là, mais... Marc-Édouard Vlasic. Ouais. 16 années avec San Jose. Un gars que j'ai pas eu de misère à vendre, mais j'avais expliqué exactement quel joueur que c'était à mon gérant général. J'avais dit, quand tu vas le rencontrer, capote pas, là, parce que lui, il sautera pas au plafond, puis il est très low profile, puis tout ça. Puis j'ai dit, je t'amène pas un joueur qui va venir sur ton power play, là. Je t'amène un joueur qui va être excellent défensif, qui va travailler à 150% à chaque chiffre. OK? C'est exactement ça qui est arrivé. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'a même pas été invité au camp du World Junior. Il n'a jamais été invité. Mais au mois de septembre, il faisait le club des Sharks. Dès la première année. Patrick Roy, il m'avait dit, il m'agaçait, Patrick, mon maudit, tu m'as volé mon joueur. Mais après ça, il m'a dit, j'ai regardé un peu, puis je savais qu'il ne reviendrait pas. Je savais qu'il ne reviendrait pas. Belle histoire. J'imagine que tu vas en parler dans ton livre un petit peu. C'est fait. Tu vas avoir un chapitre là. Oui. Gilles, dans mon podcast, puis là, on termine là-dessus, il y a un volet où mon invité précédent pose une question à mon invité suivant, sans savoir c'est qui. Ben là, il faut que je sache dans quel domaine, par exemple. Ouais, ben, en fait, je vais te poser la question de mon invité précédent. Et puis, ça peut aller dans plein de directions. Là, tu vas voir ces questions-là. Puis, évidemment, je t'annonce que tu vas avoir une question à poser à mon prochain invité. Fait que je vais te laisser y réfléchir en même temps. Qu'est-ce qui te fait pleurer, Gilles, dans la vie? Là, on tombe Qu'est-ce qui me fait pleurer dans la vie? Ouais, qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est la question qu'on te pose. Ben, je vais t'avouer quelque chose que je parle pas souvent. Je suis un gars très sensible.
Je suis un ardent travaillant, je suis un fonceur, je mets toujours les objectifs hauts, tout ça, mais je suis très... quelqu'un qui souffre, ça me fait mal. Quelqu'un qui perd son travail, ça me fait mal. Un paquet d'affaires. Des fois, j'écoute la télé, quand j'ai pas de hockey, là, j'écoute quelques séries, là, puis La larme j'ai la larme à l'œil. T'es-tu un bélier, par hasard? Non, je suis une balance. OK, moi, je suis un bélier, puis je suis comme toi. Je suis une balance. Mais je pense que c'est ça. C'est tout en ton honneur. C'est tout à ton honneur, ça, ce petit côté-là. Moi, je trouve que c'est une belle question. Puis quand je savais que j'allais te poser cette question-là, qui vient de mon invité précédent, j'ai dit, un gars de hockey, Gilles, Tabarouette, puis fait fort, tout ça. Mais je trouve que c'est une belle question pour un bel humain que tu es. Puis je suis vraiment content que tu aies pu y répondre. Dans mon volet, ben là, je ne sais pas si ta question est prête pour mon prochain invité, pendant que tu y penses toujours. Dans mon volet aussi de podcast, c'est que les gens me lancent un défi. Puis il faut qu'ils me donnent un mot qu'il faut que je glisse dans la prochaine entrevue, dans la prochaine rencontre. Je l'ai fait, j'avais un défi au courant de la conversation, tu t'en es pas rendu compte, c'est bien correct, mais il fallait que je dise sur la ligne. Donc, tantôt, en parlant de ton livre un peu, j'ai parlé sur la ligne, puis bon. As-tu un mot, as-tu un défi qu'il faut que je lance à mon prochain invité? Un mot qu'il faut que je glisse. J'ai aucune idée dans quel domaine qui est, là. Peu importe, c'est pas important. Mais moi, ce qui m'a caractérisé toujours, c'est l'ardeur au travail, puis je trouve que c'est un mot qui se place bien dans n'importe quel genre de conversation. Ardeur au travail. Ardeur au travail. Parfait, ça va être fait. Que ce soit un gars qui balaie ou... Moi, là, quand je passais mon temps dans les hôtels, là, j'ai toujours respecté les gars qui passaient à mode dans le passage. Je le voyais avec son seau. Je lui disais bonjour. Des fois, je prenais 2 piastres. Je lui donnais 2 piastres. J'ai jamais été... Moi, j'ai toujours été à l'aise avec du monde en moyen, puis j'ai toujours été à l'aise avec du monde pauvre. Parce que pour moi, tout le monde est égal. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, là, ça fait partie de ma nature humaine. Donc, ardeur au travail, ça va être fait. Oui. Tu vas pouvoir écouter les épisodes. Ben là, tu vas pouvoir l'écouter, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu me dises comment on écoute ça, là. Je vais te le montrer. OK. Puis, ça serait quoi ta question pour mon prochain invité? Oh, ben c'est bien simple pour moi. Pourquoi accepte-t-il de venir ici? Ça, c'est une question que je pose systématiquement. Oui. Okay? Oh. Je vais la poser, ça c'est sûr, mais je vais demander à mon invité, je vais dire à mon invité que ça vient de toi. Parce qu'il y a une intrigue, pourquoi les gens acceptent de venir à un podcast d'un nobody. Hein? Tu sais, moi, je fais ça pour m'amuser. Hein? Je fais ça pour m'amuser, ce petit podcast-là. Fait que c'est une très bonne question. C'est une question que je t'ai posée puis que je vais continuer à poser à tous mes invités. Mais celle-là, je vais te la dédier. Puis je suis content parce qu'elle va être facile, la question. Elle va être facile à introduire. J'ai accepté de venir à ton podcast parce que je pense que j'ai développé une bonne amitié avec toi. Oui. Même si tu me taquines souvent puis tout ça. Tu sais, puis j'arrêterai pas, Gilles. Tu as connu ma conjointe quand elle était responsable de la galerie de presse. Oui. Puis c'est ça. Moi, j'aime les gens qui sont sympathiques. J'aime pas les gens qui se prennent pour d'autres. Puis ce que j'ai découvert en toi, c'est que tu te prends pas pour un autre. Ça, c'est important. Tout à fait. Tu sais? Ben, merci, mon cher. Oui, c'est tout simplement ça. Sans ça, là, si ça avait été quelqu'un de probablement, j'aurais refusé. C'est parce qu'on a la même coupe de cheveux aussi. Oui, peut-être aussi. On se peigne pareil. Oui. Hey, Gilles, un énorme merci pour cette heure et demie ensemble. 1 heure et demie. On a fait, on n'a même pas tout dit ce qu'on voulait dire. Non. Mais je vais tenir au courant les gens. Je pensais pas que ça passait si vite que ça. Passe vite? Parce que j'aurais aimé parler plus oui. de San Jose un peu. Sais-tu quoi? On va le refaire. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aviser mes auditeurs de la sortie du livre. Lorsque tu auras une date, je vais pouvoir l'inscrire sur ma page Facebook. Oui. Puis je vais inciter les gens à lire le livre, à compléter. Puis on pourra se replanifier une autre rencontre pour parler de plein d'autres choses, j'en suis convaincu. Soit qu'on parle encore
On peut parler des choix que j'ai eus à San Jose, ces choses-là. On peut parler du livre, parce que dans le livre, il y a beaucoup d'anecdotes là, que... Ben, écoute, je peux tout de suite te dire que pour commencer l'entrevue, là, la prochaine fois qu'on va le faire, j'ai 10 questions que j'ai écrites. Je vais toutes les poser, sauf la 8, parce qu'on y a déjà posé. Donc, Gilles, merci beaucoup pour ta visite. On va certainement se replanifier une autre rencontre pour parler de plein d'autres choses. Je vous invite à écouter ce podcast et les autres. En fait, vous allez l'écouter, c'est sûr, ce podcast-là, parce qu'on est à la fin du podcast. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.